Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un tout petit peu spéciale parce que ça change des formats que je fais d'habitude. Ça sera une interview avec Nathanaël Collin-Jaeger, qui est post-doctorant en philosophie à l'université de Fribourg et qui va nous parler aujourd'hui donc de néolibéralisme, de Hayek et d'ordre spontané. Vous allez pouvoir voir que mes talents d'intervieweur laissent encore à désirer et que ma marge de progression est énorme, mais heureusement, je sais en revanche choisir correctement mes invités. Et donc, je vous laisse profiter de cette interview dès maintenant. Bonjour Nathanaël, tu es actuellement postdoctorant en philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Ta thèse de doctorat portait sur l'art de gouverner par les règles, et en particulier sur la pensée politique et juridique néolibérale. Il s'avère qu'une grosse partie de ton travail s'intéresse à Hayek, à la pensée donc de cet économiste autrichien du XXe siècle, pour laquelle moi aussi, et les gens qui me regardent le savent, j'ai une grosse affinité. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison que je t'ai demandé cet entretien et je te remercie d'avoir accepté. Et du coup, d'abord, commençons par comment tu vas et quel a été ton parcours et pourquoi as-tu choisi comme domaine de la philosophie la pensée politique et juridique néolibérale. Merci beaucoup pour l'invitation, PH, et pour l'opportunité de parler un peu de tout ça, de Hayek et des néolibéraux. Euh, pour la motivation, je dirais que j'ai toujours eu un intérêt pour la pensée libérale, hein. J'avais fait des travaux de recherche sur Popper et sur Smith. Et par la suite, je voulais m'intéresser non plus seulement aux libéraux du XVIIIe siècle, etc., mais aussi aux libéraux plus contemporains, et notamment ce qui, à l'époque, émergeait un peu comme un champ de recherche, je parle du début des années 2010, à savoir le néolibéralisme, sachant que j'ai aussi fait des études d'économie, donc c'était une sorte de parfait chemin d'entente entre à la fois la formation en philo et en éco, et à ça aussi un intérêt théorique pour le dialogue entre disciplines économiques et philosophie. Du coup, c'est super parce que moi, donc, je trouve que c'est une introduction très bien pour commencer à s'attaquer un peu à un gros sujet qui est Hayek et sur lequel il va falloir que je me penche plus sérieusement. Et donc, du coup, voilà, comme je disais en présentation, tu t'intéresses fortement à sa pensée. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré le plus chez lui, comme, en tout cas comme intuition ou pensée qu'il développait, et du coup, potentiellement, que tu recommanderais aux gens, parce qu'Hayek, en général, il fait un peu peur, quoi. Hmm. Ouais, mais d'ailleurs c'est aussi pour ça que moi je m'y suis intéressé, hein, c'est que Hayek, il a un côté, pour ses critiques, c'est un peu le génie du mal. Celui qui a la pensée la plus systématique chez les néolibéraux, qui développe à la fois ses pensées dans le champ économique, dans le champ philosophique, dans le champ juridique, etc. Et pour ceux qui le soutiennent, c'est aussi un peu le défenseur un peu le plus systématique des idées, qui n'hésite pas aussi à interroger les prémices des arguments. Et pour ta question, les deux vont converger en fait. Ce qui m'a intéressé, je pense que c'est aussi ce que je conseillerais aux gens, c'est sa pensée sur la planification et sur l'impossibilité d'une centralisation de la connaissance. Et ça prend corps dans les textes, je pense, qui sont relativement accessibles pour de l'économie de l'époque, et qui sont aussi les plus d'influence, ceux qui ont le plus d'influence, à savoir ces textes dans le débat sur la possibilité du calcul économique en régime socialiste, à savoir est-ce qu'on peut planifier l'économie. Euh, donc deux textes, Economics and Knowledge en 37 et Use of Knowledge in Society en 45, dans lesquels il développe ses critiques principales vis-à-vis de la planification socialiste, et qui il montre les problèmes épistémologiques que doivent surmonter les théories de la planification, donc qui peuvent prendre plusieurs formes, hein, plus ou moins. Parfois, c'est de la planification intégrale de tous les domaines de l'économie. Parfois, on laisse le marché du travail avec un marché concurrentiel, donc plusieurs variantes. Et l'argument principal de Hayek qui est intéressant là-dedans, c'est le rôle du mécanisme des prix, comme centralisant suffisamment d'informations pour permettre la coordination individuelle sans avoir besoin d'un planificateur central. Et je pense que c'est le débat intéressant parce qu'il fait basculer Hayek de l'économie à la philosophie. Donc c'est à la fois ce qui m'a intéressé, comment est-ce qu'on peut étudier des ordres dans lesquels il n'y a pas, des ordres économiques et sociaux dans lesquels il n'y a pas de centralisation, de planification possible,
et aussi ce que je recommande aux personnes, parce que c'est à la fois intéressant d'un point de vue épistémologique et économique et politique, mais aussi du point de vue même des discours politiques contemporains, vu que le terme de planification revient pas mal quand on parle de transition écologique notamment. Parce que au final, ce mécanisme des prix, il sert à transmettre de l'information dans un monde sur lequel on n'a pas accès finalement à toute l'information disponible pour, déterminer, la valeur des choses en fait concrètes quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de cette chose-là ou pas? En fait, ça, c'est le signal prix, c'est ce qui transmet et du Ouais. coup, c'est un moyen d'organiser cette différence, de connaissances entre des acteurs, dans un ordre quelconque. Exact. Le point important, c'est le point de départ un peu de Hayek, c'est vraiment une thèse qui n'est pas vraiment une thèse économique strictement à la base, c'est une thèse presque épistémologique ou anthropologique, c'est celle des limites de la connaissance. Le fait qu'il y ait des limites de la connaissance à la fois d'un point de vue quantitatif pour le centralisateur, il y a beaucoup de connaissances à centraliser, y compris si on parle juste de connaissances scientifiques, mais aussi de connaissances sur le niveau de l'offre et de la demande, mais aussi de connaissances, ce que veut dire le mot connaissance. À savoir que c'est pas uniquement des connaissances, comme dirait Hayek, articulables, à savoir qu'on pourrait transmettre par le langage, réflexivement accessible, mais aussi inarticulées, incorporées dans les habitudes, des connaissances locales et circonstanciées qu'ont les individus, qui vont avoir des influences économiques parce que, trivialement, les individus vont réagir différemment à partir de ces habitudes incorporées à des modifications des interventions, ne serait-ce que pour choisir le boulanger. Ils vont avoir des connaissances locales, des goûts particuliers qui vont pouvoir émerger dans ce sens-là. Et c'est pas quelque chose qu'on peut centraliser via un ordinateur central, par exemple. Donc c'est vraiment une thèse fondamentale de laquelle Hayek part pour s'inscrire dans le débat sur la planification. En fait, c'est aussi quand tu dis que c'est pas centralisable, c'est parce que tu admets qu'il y a pas un caractère optimal de mesure Ouais, qui soit le même pour tous, quoi. ouais, c'est un deuxième élément important. Ouais. Parce qu'on C'est est obligé de partir de cette hypothèse-là. ouais, c'est qu'il y a il y a non seulement l'aspect particulier, la distinction, moi je dis, entre information et connaissance, information objectivable et connaissance incorporée subjective. Donc ça, c'est un aspect épistémique. Et en plus, effectivement, il y a aussi un aspect qu'on dirait normatif au niveau de l'agrégation du choix social, c'est que les individus ont des préférences différentes, y compris sur ce qui doit être réalisé. Et on ne peut pas réduire ces différentes préférences normatives à une seule dimension sur laquelle on pourrait agréger ces préférences-là. Et donc, le problème de la centralisation, effectivement, il est à la fois épistémique sur les connaissances et un penchant plus politico-éthique, à savoir que la centralisation, ça suppose aussi une uniformisation, un mode de gouvernement spécifique sur lequel les individus sont en désaccord. Et donc, il y a aussi un problème éthique et politique dans le sens où il faudrait pouvoir justifier cette coercition aussi sur les individus qui ont des on dirait en philosophie, avec un langage un peu bavard, des préférences axiologiques, donc des valeurs politiques différentes. OK. Qu'on ait des préférences, du coup, complètement différentes, au final, on voit quand même émerger une forme, d'ordre. C'est-à-dire un ordonnancement qui semble ou qui pourrait paraître de loin organisé et qui, au final, n'en est rien et c'est ce que Hayek appelle l'ordre spontané et du coup, en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, cet ordre spontané, qui est une idée qui est développée par les libéraux, mais en particulier par Hayek? Ouais, c'est certainement Hayek qui a la définition systématique la plus explicite, même si, comme tu le dis, on retrouve des formes de cette pensée-là chez d'autres. Et effectivement, le concept central, qui en fait est totalement dans la continuité de la critique de la planification, c'est l'idée que un ordre spontané va. Il y a deux choses. Il y a le côté spontané et il y a le côté ordre. Alors, ordre, il va y avoir des comportements qui vont s'ajuster mutuellement et donc qui vont pouvoir exhiber des régularités, certaines choses qui même vont pouvoir potentiellement être prédites à court terme, etc. Donc une forme
régularité d'un ordre dans lequel les individus vont pouvoir anticiper ce que les autres vont faire, etc. Mais l'autre côté, c'est spontané. Alors pourquoi? Parce que le spontané, ça s'oppose à diriger. Et le caractère spontané, c'est du fait que cet ordre, donc ce champ de régularité, il est un effet émergent des interactions entre les individus au sein d'une société donnée. Ça, c'est vraiment je pense, la définition la plus minimale. Et à partir de là, il y a certaines caractéristiques qu'on peut déterminer sur ce type d'ordre-là, à savoir notamment le fait qu'ils vont avoir, comme cet ordre il est émergent, il ne peut pas être dirigé centralement, donc on retrouve la caractéristique sur la planification, mais aussi on va pouvoir avoir une difficulté de prédire à long terme ce qui va pouvoir se passer, parce que les anticipations des individus vont pouvoir donner lieu à un jeu de stratégie contre stratégie, d'expérimentation, de découverte, d'informations, de nouvelles façons de faire, etc., qui vont donner lieu à ce qu'on appelle des effets émergents au niveau de ces ordres-là, euh, qui sont particulièrement caractéristiques de ces ordres aussi. D'accord. Et du coup, en fait, pourquoi cette histoire? Parce que là, tu nous as fait une description de ce qu'est un ordre spontané, mais pourquoi quelqu'un comme Hayek, ou pourquoi toi, en fait, tu t'intéresses à ces ordres spontanés-là? Bah alors Hayek, je pense que pour lui, il est parti de cette définition-là, ou plutôt il l'a systématisée à partir de sa critique de la planification, en voyant bien ce qui résistait au sein des sociétés humaines à la volonté de diriger de manière hiérarchique ce type d'ordre-là. Et donc il y a une limite épistémique, si on veut, qui sont posées par ces ordres-là. Mais par la suite, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est, je disais, la manière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on dit qu'un ordre est spontané? Mmh. Ça peut être uniquement un aspect descriptif et uniquement une description de certains types de relations qui existent. Mais Hayek, il va plus loin, et c'est ça qui m'intéresse d'un point de vue de la philosophie politique, c'est de dire que les ordres spontanés, non seulement ils imposent des limites à ce qu'on peut faire, mais ils ont aussi des caractéristiques normatives particulières. Et dans ce cadre-là, il faut distinguer les ordres spontanés d'un point de vue descriptif, savoir beaucoup de choses peuvent être des ordres spontanés. Pour Hayek, l'organisation du cerveau, c'est un ordre spontané. Il a écrit un livre qui s'appelle L'ordre sensoriel là-dessus, où il explique le développement des sensations, de la recomposition du système neuronal, etc. Ouais, il y a tout un passage de psychologie cognitive chez Hayek. L'histoire, c'est un ordre spontané, l'évolution biologique, c'est un ordre spontané, etc. Mais il sait que la spontanéité en tant que telle n'est pas spontanément bénéfique. Et donc, il va essayer de défendre un type d'ordre spontané spécifique. Et c'est là où on rentre dans des questions de philosophie politique, c'est quelles sont les règles, quels sont les principes qui doivent gouverner des ordres spontanés, et tout en étant compatibles avec leur nature. Comment est-ce qu'on gouverne quelque chose qui ne peut pas être dirigé? Comment est-ce qu'on organise quelque chose qui semble être auto-organisé? C'est ça la question, je trouve, politiquement, en termes de philosophie politique, qui est fondamentale. Ok, donc finalement, en fait, on a l'ordre spontané, par exemple, dans le cas du saut en longueur, ça serait le fait qu'il y ait des techniques qui émergent naturellement quand on pose simplement des règles qui sont d'avoir une distance de course prédéfinie pour sauter au-dessus d'une barre euh, qui a une taille définie. Il faut sauter sur la barre la plus haute. Ça, c'est les règles qui sont en place, mais au final, ce qui émerge de ces règles-là comme comportement, c'est un peu une espèce d'analogie qu'on pourrait faire avec l'ordre spontané qui émerge, quoi. C'est ce que dans les jeux, on appellerait le metagame. C'est les règles qui arrivent euh, naturellement sur quelle est la manière de jouer. Et donc, l'idée d'Hayek, lui, ça serait de définir des règles qui seraient bonnes sur la manière de jouer et non d'imposer un résultat quelconque comme serait une politique dirigiste. C'est ça le... Ouais. Je trouve que le sport ou le jeu, c'est une bonne métaphore, notamment avec la question des règles. C'est une fois qu'on dit, on peut pas. Comment est-ce qu'on dirige un ordre qui semble se diriger tout seul? C'est un peu la question centrale. Mm. Une fois qu'on dit ça, c'est OK, donc il faut repenser les modalités de l'intervention. On ne va pas se désengager totalement. Les ordres spontanés peuvent ne pas être spontanément bénéfiques, donc il va bien falloir faire quelque chose, mais il va falloir faire les choses d'une certaine façon.
Et Hayek, mais aussi les autres, hein, les ordolibéraux, Lippmann, etc., ils vont défendre, et c'est là où ils utilisent eux-mêmes le type d'exemple que tu viens de donner sur le sport, et ils utilisent eux-mêmes l'exemple du jeu, les règles du jeu, l'arbitre, etc. Alors la distinction principale, c'est entre les interventions au sein du jeu, où typiquement ça reviendrait dans le cas du saut en hauteur à pousser les gens pour courir, à les soulever pour qu'ils, je sais pas, quelque chose dans ce type-là, euh, et les interventions sur les règles du jeu. Et donc dans ce cas-là, c'est de dire, si on reprend l'exemple du saut en hauteur, la course d'approche, j'imagine qu'elle peut pas faire plus d'une certaine mesure, d'une certaine longueur pour que tout le monde soit à égalité. Il va falloir ne pas faire tomber la barre, si je me souviens bien des règlements, Mm. des visionnages des Jeux Olympiques que j'ai fait par le passé. Et donc on a certaines règles dans ce type-là. Alors j'imagine qu'il y a aussi des règles secondaires sur la tenue qu'on a, les brassards, je sais pas quoi. Mais on va pas intervenir donc sur la manière dont les individus eux-mêmes vont rentrer en concurrence au sein de ce jeu-là. Et les comportements, une fois qu'on a ces règles qui sont fixées, qu'on a un arbitre qui vérifie que les gens ne trichent pas, qu'il n'y en a pas un qui a des chaussures à ressort, par exemple, qui l'aiderait à sauter plus haut, ce genre de choses-là, eh bien, une fois que ces règles sont placées, la concurrence elle-même va aussi pouvoir découvrir des choses, de nouvelles choses, via l'expérimentation que font les individus. Donc, ils peuvent tester de nouvelles façons de sauter, par exemple. Historiquement, je crois que le saut en hauteur, c'est d'abord du saut au ciseau. Donc on reste droit et on saute uniquement en essayant de passer les jambes au-dessus de la barre. Et puis en fait, après le Fosbury, donc on se jette un peu à l'envers, hein, avec la tête en avant, le dos qui passe par-dessus la barre. Et on se rend compte au fur et à mesure que cette technique-là est plus efficace et tout le monde se met à l'adapter, etc. Et donc, il y a une vitalité interne au sein du jeu, même si on intervient sur les règles. Ça, c'est typiquement quelque chose d'important, c'est-à-dire, pour un claim particulièrement important, c'est de dire, pour intervenir sur les règles, on n'a pas besoin de savoir dans le détail ce que les individus feront. On fixe des limites, notamment pour que les actions des individus soient mutuellement compatibles, mais on n'a pas besoin de connaissances spécifiques sur ce que les individus feront au sein de ces règles. Et donc, on essaye en fait de planifier, en un sens, on planifie les règles, sans pour autant essayer de planifier les résultats, indépendamment de si les gens sautent au Fosbury ou avec la méthode du Fosbury ou des ciseaux. Ça, c'est le point important. Et puis, si on veut complexifier un peu, je pense que alors le saut en hauteur, je connais pas assez bien, mais par contre, j'ai un grand amour pour le basketball américain. Et c'est un jeu qui présente beaucoup d'évolutions, de stratégies de la part des joueurs au sein d'un système de règles qui est relativement fixé. Alors parfois ça évolue un tout petit peu, et dans lequel les stratégies peuvent évoluer et s'enrichir avec une forme de métagame aussi qui va pouvoir s'insérer au sein du jeu. Et donc on va pouvoir avoir des stratégies, des contre-stratégies, des contre-contre-stratégies, etc., qui vont pouvoir se mettre en place au sein de règles fixées. Et donc on fixe le cadre dans lequel les interactions prennent place, sans pour autant déterminer qui va gagner. On ne dit pas qui va gagner la compétition, quel type de joueurs vont être les meilleurs, etc. On essaye uniquement de fixer un cadre dans lequel les actions des individus sont compatibles et produisent certains types d'effets qui sont désirables, c'est-à-dire pour la compétition, de sélectionner les meilleures équipes au sein de ce jeu, de produire du spectacle, par exemple, ça peut être un objectif dans ce type de sport, etc. etc. Oui. Donc au final, le rôle des institutions, c'est un rôle d'arbitrage et pas un rôle décisionnel, finalement. C'est exact. Il peut y avoir certaines institutions qui ont un rôle décisionnel. Euh, ça peut être le cas en fait sur tout ce qui est du type régalien, etc. Il faut qu'il y ait bien certains types de décisions qui soient prises à un Mm. moment, notamment dans l'institution des règles du jeu. C'est une décision qui est prise, Oui, la oui. détermination des droits, etc. Mais le rôle principal des institutions, le rôle spécifique des institutions que les néolibéraux défendent, effectivement, c'est d'être un rôle d'arbitrage, de définition en fait du cadre dans lequel les interactions prennent place et sur lequel, particulièrement important, les individus vont pouvoir s'appuyer cognitivement pour développer leur propre stratégie, leur propre plan pour eux-mêmes, dans un univers en fait stabilisé socialement. Ok. Et ça, cette dernière phrase, ça me fait un peu penser à un concept que tu as forgé,
que tu as appelé le principe de maximisation de l'anticipation individuelle, enfin, des individus. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Ouais, concept? alors merci en tout cas d'avoir lu ces travaux-là. C'est un principe que je développe au sein d'une lecture de Hayek, parce que précisément dans le genre de débat qu'on a actuellement, à savoir euh, comment est-ce qu'on dirige un ordre qui semble se diriger lui-même et quelles sont les qualités de ce type d'ordre-là, quels sont les modes d'intervention qui lui sont propres. Et chez Hayek, il y a l'idée d'une intervention sur les règles du jeu, définition de certains types de droits. Typiquement, pour qu'une société libérale existe, il faut qu'on définisse des droits de propriété, des droits des contrats, des droits de la concurrence, la responsabilité civile, la responsabilité des entreprises. Enfin, en fait, il y a toute une armature politico-juridique qui est nécessaire. Et le but de ces règles, c'est, et comme je disais, pour que les individus puissent s'adosser à leur environnement social, c'est de stabiliser un environnement pour favoriser la capacité de chaque individu à exercer sa liberté. Et qu'est-ce que ça signifie exercer sa liberté? Ça signifie planifier pour soi-même, pouvoir se projeter dans le futur de manière raisonnablement certaine, alors en sachant que les actions des autres peuvent très bien contrevenir à mes plans. Hein. Je ne suis pas garanti à chaque fois d'aboutir à mes fins. Mais le principe de la régulation pour Hayek, effectivement, c'est ce que j'ai appelé la maximisation des anticipations individuelles, à savoir que les règles peuvent être modifiées. Il y a une théorie du droit chez Hayek en ce sens-là, mais uniquement si cette modification ne vient pas contrevenir ex post à des anticipations qu'ont fait les individus. Typiquement, quelque chose qu'on a dans le droit aujourd'hui, c'est le fait que le droit peut pas être rétroactif. Si quelque chose a été fait, le droit peut pas venir dire ah en fait ce que tu as fait qui était légal devient illégal. Ça c'est une restriction de la sphère de liberté des individus pour Hayek. Et le but du droit en fait c'est de garantir ces sphères privées là. Il est en héritier un peu de la distinction fait constant entre liberté des anciens et liberté des modernes. La liberté des modernes c'est la défense d'une sphère de liberté individuelle qui doit être protégée de l'intervention arbitraire d'autrui. Et donc le fait que le droit et les règles du jeu soient stables, qu'elles soient publiques, qu'elle soit universelle, défend les individus de l'arbitraire. C'est un avantage politique, mais ça produit aussi des avantages épistémiques, à savoir l'usage de la liberté qui permet, via les adaptations des individus, la découverte d'informations, l'expérimentation, etc., etc. Et donc, en ce sens-là, la maximisation des anticipations comme rôle pour les institutions, c'est un critère particulièrement important. Alors, ça tombe bien que tu parles de liberté, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de reproches qui sont exprimés de manière générale envers disons, la grande famille des libéraux. Et un des gros prétextes, en tout cas, que je vois, ça serait que le terme de liberté serait très confus et et que donc il y aurait pas de base saine à la philosophie libérale. Alors moi, du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la liberté? Par exemple, selon Hayek, disons, ou même selon toi, si tu veux, et en fait, quel est son rôle et pourquoi, en fait, les libéraux, finalement, ils défendent la liberté? Ouais. Alors, c'est une question assez complexe et on peut en discuter très longtemps. Je commence par Hayek et après, moi, je rajouterai peut-être quelque chose que j'ai à dire en particulier dessus. Mais chez Hayek, il y a une définition assez explicite de la liberté comme étant principalement une liberté négative. Je disais qu'il hérite un peu de la distinction que fait Constant entre liberté des anciens et liberté des modernes, où la liberté des modernes, c'est une liberté qui passe par la participation au collectif, le citoyen comme partie de la communauté, et donc il est avant tout libre collectivement avant d'être libre individuellement, alors que la liberté des modernes, chez Constant, au contraire, c'est une sphère privée qui est garantie vis-à-vis de l'intervention politique et aussi de l'intervention arbitraire d'autrui. Donc c'est à la fois une protection vis-à-vis des autres individus, mais aussi vis-à-vis de l'État. Et Hayek, il reprend cette définition-là, il reprend disons que cette idée-là d'une liberté qui est avant tout une liberté négative, à savoir une liberté ne pas être le sujet d'une intervention arbitraire d'autrui. Ce qui renvoie à la fois à la liberté de ne pas être contraint, mais aussi à la liberté de ne pas être potentiellement
soumis à la domination et au bon vouloir d'autrui. Donc, généralement, ça va un peu plus loin que ce qu'on définit généralement comme le fait de ne pas être contraint effectivement, mais aussi ce qu'on appelle en philosophie une théorie républicaine de la liberté, à savoir le fait non seulement de ne pas effectivement être contraint, mais de ne pas pouvoir être contraint par autrui selon son bon vouloir. Donc la défense contre l'arbitraire, c'est vraiment le point central. Et ça a un intérêt pour Hayek au sein des ordres spontanés, parce que si on a un problème de connaissance, si on a une impossibilité de centraliser l'information, etc., eh bien, ce sont les individus, à partir de la connaissance incorporée qu'ils ont, qui sont les mieux placés pour faire usage de leur liberté pour réaliser les fins qui leur sont bénéfiques. Donc ça, c'est une articulation assez fondamentale chez Hayek entre, d'un côté, l'aspect éthique, protection des individus contre l'arbitraire, et l'aspect épistémique, à savoir la protection de cette sphère de liberté individuelle. Elle produit aussi, dans un ordre spontané, elle répond en tout cas à la limite, au problème de la limite de la connaissance et de la limite de la centralisation. C'est parce que les individus sont libres qu'ils expérimentent et que le système global apprend. Donc il y a à la fois un argument instrumental, d'apprentissage, d'expérimentation et de progrès dans un système bien organisé, et un argument éthique intrinsèque, si on veut. Et bon, après, une fois qu'on a... Je pense c'est vraiment le cœur de la théorie de Hayek d'articuler ces deux choses-là, de la position de Hayek. Et une fois qu'on a accepté cela, il y a beaucoup de façons aussi comme dans toutes les théories où on dit défense contre l'arbitraire, il va y avoir des désaccords sur qu'est-ce qu'une intervention arbitraire, quelle est la limite. Dès qu'on a ce type de position qui tient en fait on va au-delà d'un certain point, ça compte comme étant arbitraire. Les désaccords, c'est toujours c'est quoi le threshold, Ouais, voilà, c'est quoi la limite. Est-ce que typiquement certains individus les gens qui sont plus libertariens que Hayek, ils vont dire voilà les interventions, les seules interventions qui sont intrinsèquement néfastes, c'est des interventions qui sont directement coercitives sur l'individu. Et au contraire, des gens plus comme Sen, typiquement, qui sont aussi libéraux, comme Rawls, typiquement, ils vont pousser plus loin. Ils vont dire les normes sociales, par exemple, peuvent être aussi une forme d'intervention néfaste sur les individus. L'éducation aussi, ça peut aussi avoir un effet néfaste sur les individus. Il y a tout un débat dans la littérature au sein du libéralisme, au sein du libéralisme dans la partie multiculturelle, un débat, je pense, entre Susan Hawking et Chandran Kukatas, qui sont deux théoriciens contemporains, sur le rôle de l'éducation dans une société multiculturelle. Alors Susan Hawking, elle dit, voilà, dans une société multiculturelle, il peut y avoir certaines cultures qui ont des éducations oppressives, notamment pour les femmes. Et donc ça peut être, même si elles y consentent, ça peut être quelque chose contre lequel le libéralisme devrait pouvoir dire quelque chose. Et Kukatas, il dit non. Tout ce qu'on peut, c'est garantir le droit que ces personnes quittent leur communauté. Et donc, c'est des débats qui, à mon avis, vont un peu plus loin que Hayek dans sa définition, et qui sont ouverts aussi par cette définition de la liberté comme absence, comme protection contre les interventions arbitraires, à partir de la manière dont on va définir l'arbitraire. Personnellement, moi, de mon côté, je suis peut-être pour une définition un peu plus extensive que ce que Hayek définit comme étant arbitraire. Et je m'intéresse, en fait, dans mes travaux de recherche actuels, sur typiquement est-ce que les normes sociales peuvent être oppressives ou ce genre de choses-là. ouais, c'est toujours au final, quand on a un argument déontologique, si je dis pas de bêtises, alors on va reprocher des arguments conséquentialistes, dire bah, ça va être les conséquences de cette déontologie-là. Donc du coup, il y a des limites, mais du coup après, enfin, en fait, il y a un petit peu, ça se renvoie la balle pour savoir quel doit être le compromis sur comment on définit bien finalement le terme, parce que dans un cadre où on voudrait que les gens soient le moins oppressés ou qui subissent le moins de coercition. En fait. Non, c'est C'est pas. Si, c'est exactement ça. Il y a en gros les théories déontologiques et utilitaristes, il y a beaucoup de débats dedans, hein, au sein de entre ces courants. Mais généralement, alors, on nous renvoie à des intuitions morales différentes qu'on a, à savoir le fait qu'on peut pas être totalement étranger aux conséquences des actions, mais en même temps que on a aussi
devrait aussi respecter les droits des individus comme individus qui sont nos égaux moraux qu'il faut respecter comme des êtres autonomes, etc. Et ces intuitions semblent nous tirer un peu dans deux sens différents, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de façons d'essayer de, de combler le gap entre ces deux-là, l'utilitarisme de la règle d'un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le threshold déontologie. Donc il y a plusieurs courants qui essaient de défendre ça. Et effectivement, chez Hayek, il n'y est pas étranger, à savoir, il définit un ensemble de droits individuels qui vont être garantis de manière intrinsèque, mais dès qu'on définit un ensemble de droits, on dit, bon, pourquoi il n'y aurait pas plus de droits que ça, en un sens? Pourquoi est-ce que on n'aurait pas le droit protégé d'avoir un accès garanti à l'éducation, d'avoir un accès garanti à certains types d'opportunités, d'avoir un accès garanti à certains types de capacités, etc. Donc là, on se retourne un peu plus vers le côté libéral à la Rawls et Sen, qui sont pas nécessairement totalement étrangers à ces discussions-là au sein de Hayek. Mais, mais au final, c'est marrant parce que c'était une question que j'aurais voulu poser plus tard. Mais au final, est-ce que dans le libéralisme, il y a quand même du coup des courants qui sont l'opposition sur les bases mêmes de ce que doit être le libéralisme, c'est-à-dire comment on définit finalement le droit naturel, en fait. Enfin, c'est peut-être pas jusqu'à là, mais tu vois, quelle est la limite qui fait que là, on est dans le droit et là, on n'est plus dans le droit? Et moi, je trouve ça finalement assez intéressant parce que le débat reste au sein du libéralisme, mais on a des gens comme Hayek et Rawls qui ont des visions complètement différentes de la chose, en tout cas, je trouve. Et notamment, ils ont une vision de la justice qui est totalement différente, j'ai l'impression. En tout cas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais est-ce qu'il serait possible, en fait, de réconcilier aussi ces visions différentes au sein du libéralisme, ou est-ce qu'il y aurait toujours, il existera toujours une petite scission et en gros un débat entre est-ce qu'on doit pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, etc. Ouais. Alors, je pense, je commence par la fin. Ouais. Je dirais, les débats au sein du libéralisme, ils ont toujours existé. Ça a toujours été une catégorie politique extrêmement diversifiée. Il y a un très bon livre de Frieden qui porte sur les idéologies, donc il en traite trois en particulier, le conservatisme, le socialisme et le libéralisme. Et à chaque fois, il essaie de définir un peu les idées principales, les idées secondaires de chaque idéologie. C'est un gros pavé de 650 pages, mais qui est excellent sur les idéologies politiques. Et il montre en fait que ce soit pour le libéralisme, le socialisme ou le conservatisme, on a toujours à chaque fois cette mosaïque un peu de positions qui part d'interprétations différentes des concepts fondamentaux. Alors pour le libéralisme, on peut dire ouais, il y a certaines idées forces, le libéralisme, la liberté, l'autonomie, la propriété de soi, etc. Mais chacun, après, plusieurs familles libérales vont pouvoir proposer des interprétations différentes de ce que ça veut dire que d'être autonome, de ce que ça veut dire d'être libre. Est-ce qu'on va avoir une liberté négative, une liberté positive? Oui, jusqu'où ça s'arrête la liberté négative? C'est quoi la sphère individuelle qui est libre qui doit être protégée des interventions arbitraires, etc. Dans ce sens-là, c'est un débat qui a toujours eu lieu. Je pense qu'il y a un livre récent aussi de Arnaud Milanès, qui était mon directeur de thèse, qui travaille, lui, sur la genèse un peu du néolibéralisme chez Walter Lippmann, et donc après le livre de Barbara Stiegler aussi, qui avait travaillé là-dessus, il essaie un peu de montrer comment est-ce qu'il y a cette ambivalence-là chez Lippmann entre ce qu'il appelle d'un néolibéralisme à l'autre. Je crois que c'est le titre de son livre, Walter Lippmann, d'un néolibéralisme à l'autre. Savoir que dans les années 20 et 30, en fait, il y a plusieurs néolibéralismes, en fait. Aujourd'hui, on appelle, à un côté, c'est le nouveau libéralisme, c'est le libéralisme à la Dewey, qui est plutôt un héritier de John Stuart Mill, etc. Et un néolibéralisme qui est plutôt la voie qui a été prise par Lippmann, Hayek, etc. Et donc il y a toujours ces oppositions-là qui existent à partir de certains types de diagnostics parfois communs. Maintenant, sur l'opposition principale entre un libéralisme généralement qui est tiré plutôt du côté de la justice sociale à la Rawls, et un libéralisme qui semble mettre l'accent sur les marchés concurrentiels comme ayant des caractéristiques épistémiques et politiques et éthiques importantes chez Hayek, je pense que il y a les oppositions, souvent, elles sont un peu tranchées de manière trop importante parce que il y a eu plusieurs travaux en fait depuis les années 70, donc au moment où Rawls écrit Théorie de la justice et Hayek écrit Législation, droit, liberté.
qui essaie de concilier les deux approches et de montrer que les marchés concurrentiels sont pas nécessairement opposés à la justice sociale inversement, quand on part de conception de la justice sociale, ça peut être important instrumentalement d'avoir des marchés concurrentiels. D'ailleurs, chez Rawls, il y a aussi une partie où il laisse une place au marché concurrentiel. Et là-dessus, je pense que la plus grande contribution sur laquelle moi j'ai travaillé, c'est Free Market Fairness, c'est un livre de John Tomasi qui est paru en 2012. Où il essaie de montrer que si l'on veut réaliser les principes même de justice de Rawls, eh bien, il faut passer par une théorie qui promeut les marchés concurrentiels et donc une théorie compatible avec Hayek. Et donc, les oppositions ne sont pas nécessairement si tranchées que ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on part des mêmes problèmes que ce qu'on avait avec les spontanés. C'est-à-dire, on veut réaliser certains types de principes de justice. Chez Rawls, ça va être l'égale liberté des individus, l'égalité, l'opportunité des individus, savoir que chaque individu va avoir une opportunité d'avoir accès d'avoir accès aux places sociales privilégiées, et le principe de différence, qui est généralement celui qui fait le plus de problèmes, à savoir que les positions, les inégalités sociales et économiques doivent être à l'avantage de tous, et y compris des plus défavorisés. Lui, c'est même en particulier des plus défavorisés, non? Il y a eu plusieurs formulations, mais Ok. oui, généralement, à l'avantage de tous, donc des plus défavorisés. Mais après, effectivement, on peut l'interpréter comme une perspective qu'on appelle aujourd'hui prioritariste, Ouais. à savoir qu'il faut mettre la priorité sur les plus défavorisés. Et John Tomasi, dans son livre, il essaie de montrer que des marchés concurrentiels bien régulés, toujours l'idée que les marchés concurrentiels tout court, ils peuvent donner plein de résultats différents en fonction de la manière dont on définit les droits, les incitations, etc. Mais que des marchés concurrentiels bien régulés peuvent en fait correspondre à ces principes de justice rawlsiens. Donc l'opposition, elle n'est pas nécessairement si tranchée, d'autant plus que déjà, Rawls lui-même a été un libéral engagé dans la Société du Mont Pèlerin. Ça, on l'oublie parfois. Il a eu sa carte de membre pendant 5 ans. En fait, jusqu'à la parution de la théorie de la justice, il y a un très bon livre récemment de Katrina Forrester qui s'appelle In the Shadow of Justice, qui est paru en 2019, je crois, et qui raconte un peu cette histoire-là. Et aussi, Hayek, en fait, dans le deuxième livre de Droit, législation, liberté, il parle directement de Rawls dans un livre qui est généralement on interprète comme étant radicalement opposé à la justice sociale, puisqu'il s'appelle The Mirage of Social Justice, donc le mirage de la justice sociale. Et dans ce livre-là, Hayek, il semble effectivement critiquer la justice sociale comme étant typiquement une façon de réimposer une planification. C'est-à-dire, on a une conception de la justice, il faut que tout le monde soit égaux, il faut que les inégalités soient restreintes à une certaine range, et du coup, on va intervenir radicalement sur les processus des marchés pour produire ce résultat-là. Typiquement, ce que critique Hayek, c'est les interprétations au mérite. Dire je suis plus méritant, donc je mérite davantage de biens, etc. Et ça, il dit non seulement épistémologiquement, ça pose un problème, parce qu'on a des difficultés en fait à les mêmes difficultés qu'on avait pour la centralisation économique. On ne peut pas implanter les principes de justice sociale de cette façon-là. C'est réintégrer un point de vue de planification qui repose les mêmes problèmes qu'auparavant, mais aussi un problème normatif, à savoir que les gens sont en désaccord sur ce qu'est le mérite, ils sont en désaccord sur la manière de qui est méritant de quoi, et il y a des désaccords fondamentaux qui peuvent pas être surmontés à ce niveau-là. Bon, ça, j'en avais parlé. J'en avais fait une vidéo parce que Bégodeau passe son temps à dire que les libéraux sont. François Bégodeau, je sais pas si tu vois qui c'est, passe son temps à dire que le système libéral est méritocratique, c'est la méritocratie. Et en fait, il y a pas de. Moi, il me semble pas que les néolibéraux ou les libéraux, ils ont jamais défendu quoi que ce soit par rapport au mérite, quoi. Et après, Alors, en tout cas, pour les vrais philosophes, quoi. Après, on peut toujours se battre contre les agents de plateau. Et bon, pourquoi pas, mais ouais. après, on Disons que choisit ses adversaires, quoi. j'imagine que il y a tout un débat sur le mérite, y compris en philosophie politique. Même chez des libéraux, etc. Mais en fait, le débat va pas se poser sous le terme de la méritocratie. Ça, c'est sûr que ça va pas se poser comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Hayek et Rawls
Les deux sont extrêmement critiques du mérite. C'est-à-dire que chez Rawls, il y a une critique qui est bien connue, c'est de dire nos talents naturels ne nous appartiennent pas, et donc même si j'ai davantage de capacité à travailler, que je suis plus intelligent, etc., en réalité, je ne mérite pas mes talents. Et donc, je ne mérite pas non plus le produit qui vient de mes talents. Et c'est quelque chose qui vient de la loterie naturelle, et donc je n'ai pas de claim de propriété sur quelque chose qui vient de la chance. Et Hayek, il a un claim qui est à peu près pareil, ce qui est de dire, dans un système, dans un ordre spontané, dans lequel les résultats sont imprévisibles, la chance joue un rôle énorme. Les gens qui réussissent, parfois ils le font parce qu'ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment, parce qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment, mais pas nécessairement parce que ce sont les meilleurs accordés au mérite. Des gens extrêmement méritants, dit Hayek, peuvent terminer en bas de l'échelle sociale. Et donc le mérite, c'est pas ce qui joue le rôle. Ce qui joue le rôle, c'est est-ce que le système permet de garantir que les individus puissent planifier pour eux-mêmes. Et donc, on revient à ma question de maximisation des anticipations. C'est ça qui est important pour Hayek, c'est pas le mérite. Mais parce qu'il sait, il sait que le mérite, ça peut pas jouer le rôle, parce qu'il faudrait s'accorder sur le mérite. Et une fois qu'on a une définition du mérite, l'appliquer, ce qui impliquerait à la fois de la coercition et ce qu'il appelle un pretense of knowledge, une prétention de connaître suffisamment pour pouvoir s'arroger le droit de planifier. On peut avoir une définition nominaliste du mérite. Par exemple, dire celui qui fait la meilleure performance sportive, c'est celui qui mérite la médaille d'or. Celui qui fait la Tout à fait, seconde meilleure performance sportive, c'est celui qui mérite qui a tout le à fait. mérite d'avoir ces choses-là, quoi, d'avoir fait cette performance-là. Et Effectivement. parce que souvent, en fait, C'est ça repose sur une question qui, à mon sens, je trouve très essentialiste, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Mais bon, à un moment, on utilise ouais, un mot pour définir quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Plutôt qu'on cherche la définition d'un mot une fois qu'on le connaît, quoi. effectivement. En fait, on peut utiliser effectivement le mérite dans ce sens-là en disant voilà, l'équipe qui a gagné le match méritait de gagner. Mais ça devient presque tautologique en un Bah oui, c'est sens. ça, quoi. Mais c'est un exemple que prennent effectivement parfois les néolibéraux quand ils reprennent leur image du sport. On trouve ces exemples-là chez Lippmann, chez Friedman aussi. L'exemple la, de, la, de la course, à savoir le rôle de la politique et de l'interventionnisme sur les règles du jeu, c'est de définir la course, d'avoir un arbitre, de vérifier que personne ne triche, que les gens se donnent pas des coups de coude pour éliminer leurs adversaires, etc. Et une fois que la course est lancée, eh bien, la personne qui est la plus rapide va gagner. Mais ça ne veut pas dire que c'est la plus méritante dans l'absolu. Bon, bah, C'est parce que il est en capacité de gagner la concurrence, de gagner cette situation de concurrence, qui mérite son prix. Ça, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus méritant dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il peut très bien être né dans un pays où il y avait des meilleures infrastructures sportives, peut avoir peut avoir une meilleure génétique aussi, ce genre de choses-là. Il peut avoir de la chance de jamais tomber malade ou de se blesser. Et ça signifie pas qu'il, dans l'absolu, il est davantage méritant. En revanche, ce qui est important dans le cadre du marché, avec la concurrence, c'est pas le mérite, c'est est-ce qu'il produit quelque chose qui a une valeur sociale comprise comme étant ce que les autres individus désirent, et donc qui produit un gain mutuel. Puisqu'on n'est pas dans un jeu à somme nulle dans un marché, c'est du gain mutuel, puisque si je n'étais pas prêt à mettre davantage de prix que ce que je valorise individuellement dans ce que tu m'offres, je ne l'achèterais pas. Et si tu mettais pas moins de prix, tu mettais moins de valeur à ce que tu me vends que ce que tu étais prêt à me vendre, tu me le vendrais pas. Donc on est toujours dans un gain mutuel par l'échange, et c'est ça qui définit qui sont les vainqueurs en fait, dans une concurrence bien régulée pour les libéraux. Et donc ce qui est important, c'est pas le mérite intrinsèque, c'est le fait que les individus qui produisent davantage de gains mutuels sont effectivement ceux qui gagnent la course en un sens. Et dans ce sens très restreint, ils sont méritants. Mais c'est pas un sens de mérite c'est pas le sens de mérite auquel on se réfère quand généralement on parle de méritocratie. OK, donc au final, les néolibéraux, ils sont pas anti-régulation. Ils sont même pro-régulation, mais que dans un cadre d'un ordre spontané qui va bénéficier à la société. Je pense il y a plusieurs textes intéressants là-dessus. Et le plus intéressant, c'est pendant la première réunion de la Société du Mont Pèlerin, il y a une session qui s'appelle Competitive Market and Economic Order, quelque chose comme ça. Il y a trois papiers qui sont présentés, un papier de Hayek, un papier de Walter Eucken, qui est
figure de proue de l'ordolibéralisme, et un papier de, il me semble, Aaron Director, qui est un des représentants de l'école de Chicago. Et les trois, en fait, si on lit les textes, il y a eu quelques très bons articles dessus. Je pense aux travaux de Stéphane Kolev, typiquement, travaille en Allemagne et qui est un expert un peu de ce réseau-là entre Hayek, les ordolibéraux, les Américains, etc. Si on lit ces papiers-là, tiens, on voit qu'ils sont extrêmement proches, alors qu'ils viennent de traditions différentes. Très intéressant pour l'histoire des idées. Mais aussi que ils discutent principalement de régulation et du type de régulation qui est bénéfique. Typiquement, la régulation sur l'information. Tout ce qui est information pour certifier ce qu'il y a dans le produit, etc. L'information aux consommateurs, tout ça c'est particulièrement important pour les marchés. Par exemple, je sais pas, je pense le Nutri-Score, typiquement, c'est totalement une régulation néolibérale Ouais, ou les compatible. labels biologiques, Tout ce AOP, qui est etc., labellisation, quoi. tout ce qui est certification de qualité. Ensuite, il y a de la régulation qui est nécessaire sur tout ce qui est de l'ordre des externalités également, avec toujours l'idée qu'il ne faut pas que le contrôle des externalités coûte davantage cher que le coût des externalités. Donc là, c'est un autre problème qui intervient plutôt plus tard dans l'histoire du libéralisme avec le public choice. Euh, et donc, contrôle de l'information, particulièrement important. Il faut également contrôle de la concurrence, vérifier que la concurrence elle-même ne produise pas de position dominante dans lesquelles les positions dominantes vont pouvoir ou bien mettre un coût important à l'entrée, donc empêcher l'entrée de nouveaux compétiteurs, Oui. soit capturer la régulation, faire pression sur le régulateur et sur l'État pour en fait favoriser certaines régulations qui vont dans son sens. Ça, c'est un problème fondamental, c'est le fait que les néolibéraux et les libéraux, ils sont pro-marché, mais ils sont pas pro-business en un sens. Ils sont pas pro-big C'est ça, big ils sont pro-capitalisme, mais ils sont pas pro-capitalistes. C'est Pour ça. moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai toujours vu le libéralisme. C'est toute la famille qui en découle. C'est oui au capitalisme, c'est le meilleur système. Non au capitalisme, par contre. Que c'est les pires Oui, personnes. moi je les définirais comme étant plutôt pro-concurrence. Ouais. À savoir que la concurrence, une concurrence bien régulée, empêche les positions dominantes, donc les abus qui en découlent. Mm. Chez Huygens, d'ailleurs, il y a une forme de, moi je trouve une anthropologie du pouvoir qui est assez forte là-dessus. En France, d'ailleurs, on a un très bon expert de ça, c'est Raphaël Fèvre, qui a travaillé sur l'anthropologie du pouvoir chez les ordolibéraux. Et chez Huygens, lui, il exprime très bien que le point de départ que doit avoir la régulation, c'est que chaque individu cherche le pouvoir. Et que s'il est en situation de pouvoir, il va vouloir Il va en abuser, ouais. Mm. va vouloir en abuser. Il va vouloir en abuser en empêchant les autres de lui faire concurrence, mais aussi en essayant de transformer le cadre économique dans lequel se passe la concurrence pour que ça soit à son avantage. D'où la critique des monopoles, etc. etc. Mais ça, c'est récent comme idée? Enfin, ça date que de Eucken? Huygens, c'est fin des années 30. Oui, Donc, oui, mais enfin, ça fait que 100 ans, quoi. Voilà. après, l'idée de cet ordre concurrentiel, comme ils disent, privilege free order. Donc, un ordre Mm. concurrentiel, c'est un ordre qui abolit les privilèges. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Mises, par exemple, mais aussi chez Smith. Hein. C'est une idée qu'on trouve aussi en partie chez Smith, avec l'idée que un ordre concurrentiel, en fait, souvent n'est pas à l'avantage des marchands. Ah oui, Toute oui. cette dualité-là chez Smith, où il critique beaucoup les marchands qui, eux, ont tendance à vouloir défendre leurs intérêts et imposer leur vue comme étant la vue du régulateur. D'où le fait qu'il faut que le régulateur soit impartial, etc. Mm. Non, chez Huygens, en fait, c'est une idée qui se fonde sur certaines intuitions qu'on a dans le libéralisme et que lui systématise comme tel, comme étant le but de l'ordre concurrentiel. Sa finalité normative, c'est de distribuer le pouvoir au maximum. Il dit le marché, c'est un instrument on dirait en anglais, disempowerment, Mm. de désempouvoirment. Il faut distribuer au maximum le pouvoir pour faire en sorte que personne ne puisse être l'objet d'autrui et donc soumis à un arbitraire également en ce sens-là. Donc je trouve que c'est des idées assez intéressantes sur la régulation. La régulation, en fait, elle est fondée sur des principes normatifs
et pas juste sur l'idée qu'il faut fluidifier les échanges, etc. C'est aussi la régulation du marché concurrentiel, parce que la concurrence produit, lorsqu'elle est bien régulée, ce type d'effet-là, à savoir distribuer le pouvoir, empêcher les positions dominantes, donc empêcher les abus, et tout ce genre de choses-là. Et donc protège la liberté, encore on revient à cette idée fondamentale. Ok, mais du coup, est-ce que, par exemple, ça justifie certaines lois antitrust qu'il y a aux États-Unis où il faut pas dépasser une certaine taille du marché euh, pour des raisons qui sont en fait quasiment énoncées, quoi. Si vous avez plus de 20% du marché en question, c'est pas bien, faut- Ouais, Parce que je sais que Thomas Sowell, donc l'économiste et essayiste américain, se plaint de ce genre de loi dans ses plans. Et parce qu'il trouve qu'elles n'ont pas de sens, parce que au final c'est arbitraire aussi comme type de régulation. Et finalement parce que, en fait, moi j'ai l'impression que le néolibéralisme, en tout cas en pratique, euh, il va toujours, comme d'habitude, quand on donne du pouvoir pour réguler, il va toujours le faire à l'avantage en fait de celui qui régule, entre guillemets, c'est le pouvoir va être toujours concentré dans les régulateurs. Et ce qui, au début, enfin, in fine, était le combat principal des libéraux classiques, mm. en voulant imposer de laisser faire. C'est comment, au final, comment on s'assure en pratique que les interventions néolibérales respectent bien, par exemple, le principe de maximisation de l'anticipation individuelle, comme tu as développé comme concept, ou même comme rules, qu'elles vont aider tout le Ouais. monde, dont les défavorisés, etc. Et ça, c'est un peu la question, quoi. C'est comment ils font, ou comment on est sûr que ça permet de faire ça. Ou comment, en tout cas, le spectateur vigilant pourrait être sûr qu'une loi peut être faite dans ce sens-là. Ça, c'est un point que j'ai pas mal travaillé dans ma thèse aussi. Effectivement, c'est une fois qu'on a de l'intervention sur les règles du jeu, il faut pas se cacher derrière son petit doigt et dire voilà, ça résout tous les problèmes. Il faut pouvoir justifier cette intervention sur les règles du jeu également comme étant une intervention au sens propre si on accepte que les néolibéraux interviennent. Et donc, ça suppose aussi de garder les gardiens, en un sens. Ouais, bah, Euh, exactement. et alors, je commence par ta première question qui est les régulations extensives sur le marché, notamment sur la taille la taille des entreprises. En fait, c'est un débat au sein des néolibéraux, ça. Si on prend les ordolibéraux, ils sont beaucoup plus critiques sur les monopoles que peuvent l'être, par exemple, l'école de Chicago de laquelle fait partie Thomas Sowell. Pourquoi? Parce que typique- typiquement, vu ce que j'ai dit précédemment sur l'anthropologie du pouvoir, à savoir, il y a une suspicion sur le fait qu'une entreprise qui est trop importante va pouvoir, de fait, imposer son market power sur ses concurrents. Et une fois qu'il impose son market power, ça veut dire qu'il va pouvoir faire monter les prix d'entrée sur le marché. Euh, il va pouvoir tenir une partie de la clientèle captive aussi en imposant des contrats. Je pense que l'exemple typique qu'on a en France, c'est les contrats de téléphonie, par exemple, ou les contrats de salle de sport. Il faut Ouais, envoyer une regarde le lettre. contrat de téléphonie au final. Niel, il a un peu cassé tout ça, quoi. Ouais, Parce qu'il a fait baisser énormément les prix. Quand il essaie de faire ça aux US, par contre, aux US, ils ont dit, alors qu'ils ont, il me semble, deux gros opérateurs principalement, ils ont dit non, Niel, tu ouais, rentres pas chez nous. Parce qu'ils ouais, voulaient ouais. faire la même chose. Mais tu peux avoir ces choses-là, et donc ça, je pense que les néolibéraux sont toujours d'accord sur le fait de dire quelqu'un qui arrive et qui casse les prix, à partir du moment où c'est... euh, alors là, il y a des choses sur la politique de la concurrence en précis à aller regarder. Il faut casser les prix, mais il faut pas donner un prix qui soit inférieur à ce que, dans le futur, tu seras capable de donner. C'est-à-dire, tu peux pas casser le marché en donnant un prix très inférieur au prix qui est donné sur le marché par tous tes concurrents, juste parce que tu t'endettes énormément pour pouvoir les éliminer sur le court terme. Au final, si le prix Typiquement. d'entrée est faible, moi, je vois pas en quoi ça serait problématique. Disons que là-dessus, sans prendre Ouais, position ouais, particulièrement, mais c'est un truc qui est débattu ok. et qui fait discussion de ces courants-là. De la même façon, sur la taille des entreprises, je disais, entre les ordolibéraux et de l'autre côté, des gens même comme Hayek, hein, plus tard, qui dit si un monopole est en place dans une économie extrêmement compétitive, eh bien, il n'y a pas de raison
de le punir en particulier, puisque s'il continue à être en monopole, c'est qu'il fournit les services les plus compétitifs. Donc si tu es le meilleur et que tu es en Bah, oui, situation oui. de monopole dans une économie concurrentielle bien régulée, c'est que tu fournis les meilleurs services, donc il n'y a pas de raison de te punir particulièrement. Donc je dis juste, c'est des débats qui existent en fait à l'intérieur du courant. Il n'y a pas forcément de situation analytique. Ce qui les unit, en fait, c'est le fait que là où ils sont d'accord, c'est vraiment l'idée que il faut que la concurrence joue ce rôle-là de sélectionner ceux qui fournissent les services qui sont demandés par le plus de consommateurs et que ça se produit uniquement dans une situation de concurrence. Donc, d'où la nécessité d'avoir ce que les ordres libéraux appellent une Ordnungspolitik, une politique d'ordonnancement de l'ordre concurrentiel. Euh, Ensuite, deuxième question, très importante à utiliser, c'est comment est-ce qu'on garde les gardiens? Comment est-ce Ouais. qu'on vérifie que le régulateur lui-même, il n'a pas trop de pouvoir et qu'il n'est pas en train potentiellement soit d'être capturé par une entreprise particulière? La capture de la régulation, c'est un concept de Stigler, ou juste d'obéir à des idéaux normatifs différents en particulier. Comment on est certain qu'il fait bien son travail. Ça, c'est un enjeu qui est particulièrement important dans un autre courant de la théorie néolibérale, qui est la théorie du public choice, à savoir le contrôle en fait des administrateurs publics, y compris quand ils doivent s'occuper de la régulation. Et dans ce cadre-là, il y a toute une critique qui est faite de la bureaucratie qui tend en fait à étendre son propre pouvoir. C'est-à-dire que plus on émet de règles, plus on se donne du travail, plus on ajoute de la bureaucratie. Et selon Buchanan notamment et Tulloch, c'est aussi une tendance naturelle de la bureaucratie à enfler à l'infini comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour vérifier que ce soit pas le cas? Et donc là, il y a plusieurs façons en fait d'essayer de voir les choses. Soit on limite strictement les prérogatives du régulateur, c'est plutôt ce que vont proposer les ordres libéraux. Soit la technique un peu plus à la politique à la Buchanan Tulloch, c'est d'essayer de limiter en fait le coût de la régulation à un certain total fixe et de le soumettre à un processus démocratique potentiellement, etc. Donc il y a ces idées-là qui interviennent, mais moi je pense que la manière de contrôler le régulateur, ça reste un problème ouvert au sein des théories néolibérales également. À savoir, on sait ce qu'ils doivent essayer de réaliser, la maximisation des anticipations, etc. Mais en revanche, pratiquement, ça m'a moins intéressé aussi parce que moi j'ai fait une thèse de philosophie politique, du coup j'étais moins intéressé par la question de politique publique presque, de comment est-ce qu'on doit conduire la régulation. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent en économie de la concurrence ou ce genre de choses-là, ou en droit de la concurrence, qui peuvent avoir des réponses plus pertinentes que moi là-dessus. Mais en tout cas, théoriquement, moi j'ai trouvé que c'était un problème qui était resté ouvert, à savoir on, on déplace le problème d'intervention au niveau de la méta-intervention sur les règles du jeu, et on s'intéresse à la question de la justification de cette méta-intervention. Mais la méta-intervention, elle pose aussi son lot de problèmes particuliers sur les modalités de la régulation et le contrôle de la régulation. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas régler ça en disant il va falloir un contrôle de la régulation par un autre régulateur, parce qu'en fait ça fait un problème d'itération. Une solution que j'aime beaucoup, que j'ai oubliée, et ça, en fait mon travail actuel se dirige pas mal là-dessus, c'est la question de la polycentricité. À savoir qu'on ne peut pas contrôler la régulation directement, mais une solution qui a été donnée qui a été en fait travaillée un peu par Hayek des textes dans les années 30 sur le fédéralisme et par Buchanan par la suite sur le fédéralisme également, et puis après Ostrom sur les ordres polycentriques. C'est l'idée qu'on peut breakdown, séparer différents ordres politiques et économiques au sein d'une fédération, et que les mouvements d'individus au sein de la fédération via des migrations, par exemple, etc., vont pouvoir sélectionner le type de régulation qui sont les plus efficientes au sein de certaines unités politiques et juridiques différentes. Autant recréer des duchés, mais au lieu qu'ils se fassent la concurrence par la guerre pour grossir, ils font la Voilà, concurrence, avec leur c'est ça. système législatif, quoi. C'est ça. Et donc tu vois le modèle, c'est on Mmh. régule la concurrence
pour faire en sorte de protéger la liberté. Et pour vérifier que la régulation elle-même fonctionne bien, eh ben, on a de la concurrence sur la régulation. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pas ce que c'est le droit de sortie, non? C'est pas ce concept-là un peu? Le right to exit. Ouais, le right to exit, ouais. Et Ouais. généralement, l'autre concept, c'est le vote avec les pieds, voting with the feet, se Ok. déplacer, en fait, Ok, quand le d'accord. coût de la régulation devient trop important. Ok, ok. Et là-dessus, bon, et on voit qu'il y a un autre problème qui se situe en fait au niveau encore général, c'est comment est-ce qu'on régule la concurrence entre les instances locales au niveau fédéral, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas des règles que doit suivre la concurrence institutionnelle pour ne pas amener à certains types de résultats négatifs. Ouais. Donc là, j'ai une partie de mon travail actuel qui s'intéresse à ça spécifiquement. De toute façon, c'est un système au final ouvert et en constante évolution. C'est pas. En fait, on n'a C'est ça. jamais, il y aura jamais. Là, c'est statique, c'est bon, on a atteint l'utopie néolibérale, quoi. Ça peut pas. Non, en fait, c'est que et c'est quelque chose qu'il y a aussi chez Smith, hein, c'est l'idée que on doit toujours fonctionner avec du second best. Hmm. Euh, Ok. Pourquoi? Non seulement parce qu'il y a un désaccord normatif entre les individus, mais aussi parce qu'il y a un problème de connaissance. C'est-à-dire, pouvoir dire on a un état statique sur lequel il suffit de se déplacer à un moment t-1 pour arriver à un moment t qui est optimal, ça suppose, un, qu'on connaît l'état optimal, Ouais. deux, qu'on connaît les modifications qu'on doit faire pour arriver à l'état optimal, trois, qu'on sait que le résultat de notre action, c'est l'état optimal, et quatre, qu'une fois qu'on produit l'action, le système sur lequel on opère l'action n'a pas été modifié par rapport au moment où on l'a envisagé. Et ces quatre choses-là, elles se confrontent à un knowledge problem chez Hayek, à savoir un problème de centralisation de l'information. Et comme en plus tu rajoutes à ça le fait que dans un ordre spontané, vis-à-vis de chaque modification en permanence, il y a un mouvement d'apprentissage, d'expérimentation, de découverte d'informations, etc. On fonctionne sur un système dynamique. Donc, non seulement les connaissances évoluent, mais aussi potentiellement les préférences normatives des individus sur ces connaissances-là. Donc tu peux pas arriver à un état stable en ce sens-là. Et ce qui va plutôt être valorisé par les néolibéraux, y compris par les options plus polycentriques fédéralistes, c'est la capacité d'adaptation, d'expérimentation du système, notamment pour résister à des chocs ou ce genre de choses. Bref, ça c'est un autre problème. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question là qui est un peu. C'est plus trop en rapport exactement avec Hayek, enfin un petit peu, mais il y a un truc que je trouve assez bizarre, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on est encore sur un débat socialisme, c'est-à-dire enfin, plutôt, disons, planification étatique, capitalisme, alors que dans le monde anglo-saxon, en tout cas, enfin, cette question, elle a été réglée depuis un certain temps, et que même en fait, dans le champ économique, je pense qu'elle a été relativement réglée. Et du coup, comment ça se fait que, en fait, le niveau des débats intellectuels, il n'est pas comme aux États-Unis, où pourtant, en plus, il y a des différences énormes entre disons, la gauche, les libéraux de gauche et les libéraux de droite, il y a quand même une grosse différence. Et le débat mais reste au sein du libéralisme, alors qu'en France, on est encore à des débats, enfin, on n'est pas rentré dans cette phase-là de les débats ne sont plus qu'au sein du libéralisme. Hmm. Alors, c'est une question qui sort potentiellement de mon champ de compétences sur les comparaisons interpays, etc. Mm. Sur la situation spécifique de la France, il y a un très bon livre qui est sorti récemment de Kevin Brooks, qui a travaillé sur le néolibéralisme, c'est Why Neoliberalism Failed in France. Et il étudie vraiment toute la période des années 70 jusqu'aux années 2012, il me semble. Et il montre comment est-ce que il y a eu un moment un peu néolibéral en France avec Giscard d'Estaing. Comment est-ce que il y a eu un drawback, comment est-ce que c'est revenu un peu dans l'administration, etc. Et donc au niveau des politiques publiques en France, le néolibéralisme a bien eu une certaine influence. Les idées néolibérales, en tout cas, une certaine influence, mais se sont mixées avec beaucoup d'autres choses en même temps. Et donc c'est pour ça que moi personnellement, j'ai toujours un peu de problème avec beaucoup de façons de comprendre le néolibéralisme, hein, comme une forme économique, une forme sociale, un moment du capitalisme, etc. etc. Et que moi j'ai plutôt tendance à privilégier vraiment l'aspect intellectuel et théorique de ce que partagent les néolibéraux, plutôt que de dire que c'est une forme sociale et qui correspondrait après à le tournant néolibéral des années 80 et que tout le monde serait devenu néolibéral, etc. Mais bref, ce livre très intéressant du coup qui développe un peu la spécificité de la France avec les trajectoires politiques spécifiques. Euh,
Alors, pour ce qui est actuellement, typiquement aux États-Unis, il y a tout un mouvement aussi aujourd'hui qui est celui du post-libéralisme. Donc ça revient aussi au sein de la droite conservatrice, la volonté de dépasser le libéralisme. Donc j'ai l'impression que là-dessus, ils ne sont pas nécessairement si au sein, une discussion qui se passe uniquement au sein du libéralisme politique. Euh, et alors, je ne sais pas à quel point c'est nécessairement évitable de toute façon évitable ni souhaitable d'ailleurs que le débat politique se fasse au sein d'une idéologie particulière qui serait dominante, euh, dans le sens où en France, qu'il y ait des théories qui soient post-libérales, conservatrices, socialistes, libertaires, etc. Parfois, ça peut aussi paradoxalement apporter de nouveaux arguments et pointer des faiblesses conceptuelles. Il y a un argument de Jerry Goss que j'aime beaucoup, qui est ce qu'il appelle la New Diversity Theory. C'est le fait que les théories normatives, y compris quand elles s'opposent, etc., peuvent bénéficier les unes des autres dans des réseaux sociaux particuliers, notamment en se confrontant à de la critique externe en ce sens-là. Mm. Voilà, j'ai un peu déplacé ta question qui était plus sur la sociologie et les comparaisons interpays à une question plus théorique sur la diversité des théories au sein de l'espace politique et du débat politique. Mais c'est parce que je me sens pas vraiment compétent pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces différences-là entre Mais, les pays. mais par exemple, en fait, moi, ce que je trouve vraiment, disons, étrange, c'est que par exemple, les néolibéraux, ils ont quand même c'est eux, je pense, un peu les premiers pour parler de ça, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, essayer de le promouvoir. Et c'est UBI, le Universal Basic Income, donc un Ouais. revenu de base universel. Et en fait, donc du coup, c'est assez drôle parce que ça arrive par Hayek et Friedman, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, Ouais, parmi sous les la gens. forme d'un impôt négatif pour Friedman. C'est Ouais. ça, ouais, sous la forme d'un impôt négatif pour lui. Mais donc c'est ça, pour les Français, ça arrive de la droite très libérale. La dernière fois que cette idée est arrivée, je crois que c'était peut-être même la première en France, c'était par le Parti socialiste et Benoît Hamon en 2017, si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, effectivement, il y a eu cette idée-là. Mais du coup, est-ce que Benoît Hamon est néolibéral? Bonne question. Mais en fait, voilà, ça arrive de la gauche. Alors que bon, là, généralement, les gens, ils vont dire que les néolibéraux, ils sont plutôt à droite. Mais en fait, ce débat, après, c'est galvaudé, je pense, à cause de la France. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez étrange entre la gauche et la droite, qui sont pas les mêmes pour moi en France et dans le monde, quoi. Enfin, en tout cas, dans le Ouais, monde anglo-saxon, quoi. Et ça, je trouve que ça le représente bien, cette histoire de d'où arrive ce revenu universel. En ouais. France, ça va être défendu soit par des espèces de communistes post-URSS, donc qui sont des communistes un peu bizarres, enfin, qui gardent le nom, mais qui sont pas des marxistes. Enfin, Ah, soit, tu par exemple, penses? je pense à Bernard Friot, ouais, voilà. Lui, il dirait qu'il défend le salaire à vie, pas Ouais, ouais, le job. alors, non, mais après, c'est toujours, on peut discuter sur comment on l'appelle et le sens que ça a, mais à la fin, ça revient à peu près enfin, pour moi, en tout cas, en pratique, ça revient à la même chose, quoi. J'avais vu plusieurs interviews où Frio essayait de montrer la différence, à savoir que ça renvoie à des systèmes sociaux relativement différents. Le salaire à vie, ça suppose vraiment un contrôle des salaires par des organisations de travailleurs, par un système administratif centralisé, etc. On est quand même assez proche d'un système planifié. Alors que UBI, à mon avis, c'est précisément voulu pour être totalement compatible avec une économie de marché concurrentielle. Ouais, parce que c'est complètement universel, au final, c'est donné à tout le monde. Enfin, où Ça, l'impôt négatif s'appliquera à tout le monde si jamais il devait s'appliquer, quoi. ça. Ouais, ok. Euh, et il y a toute une étude de la manière dont les idéologies libérales ont été réalisées en partie par la gauche. Mm. Il y a un livre de Thibaut Rioufret, qui était mon collègue à Triangle, à l'ENS, qui a travaillé principalement sur le Labour, donc le tournant, le New Labour en Ah, ouais, fait, ouais, le pouvoir de Tony Blair. ouais. Ouais, Tony Blair. Et il montre précisément que c'est par ce biais-là, en Angleterre, mais aussi en partie en France, après le tournant de la rigueur, avec Rocard, etc., qu'une partie des idées néolibérales ont fait leur chemin alors toujours en étant hybride, en étant mélangé avec autre chose, ce qui fait qu'on ne peut pas parler nécessairement
d'hégémonie néolibérale, etc. Après, c'est Surtout un en France. compromis quand même, c'est toujours l'histoire du compromis, Ouais. quoi. C'est ça, et puis en fait, il y a beaucoup d'autres traditions concurrentes dans Mmh. la politique française. Il y a une forme de saint-simonisme, il y a une politique très ingénieriale, il y a vraiment aussi le côté grand administrateur, etc. Ouais. L'héritage de la planification post-Seconde Guerre mondiale, ça demeure encore aussi, mais y compris chez Macron, hein, qui a vraiment hérité aussi de ce truc-là très centralisé, hiérarchisé. Donc, je, c'est pas pour dire que parce qu'il y a eu une partie de la gauche qui a repris des idées, ça y est, hop, le spectre entier de la politique est néolibéral. Mais ouais, l'UBI, à la rigueur, c'est intéressant que ça fasse ce passage-là via la position de Benoît Hamon qui proposait ça en 2017. Et ça montre aussi, je trouve, quelque chose d'assez intéressant, c'est que typiquement quelque chose que défend quelqu'un comme John Tomassi, c'est que défendre les marchés concurrentiels, ça ne veut pas nécessairement dire être de droite, corporatiste, etc. Au contraire, ça peut aussi être aller contre les intérêts de la bourgeoisie, en un sens, si on reprend ce vocabulaire-là. Ouais. Ouais, mais c'est un peu ce que j'essaie de montrer sur ma chaîne, mais bon, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très ancrées. Et en fait, rien que l'idée de défendre le marché ou même quand je dis sciences économiques, ça peut pas être quelque chose de sérieux, quoi. C'est forcément, voilà, c'est de l'idéologie et cetera, ça c'est, je trouve ça Ah, assez, ça, bah, surtout c'est vrai que quand c'est un autre débat, ça, sur le statut de la science économique et sur la manière dont c'est perçu dans le débat public. ouais, ouais, mais ouais, je sais pas, bon. Mais du coup, in fine, moi, il y a un truc parce qu'au final, depuis le début de l'interview quand même, on parle là de néolibéralisme et pour l'instant, on a fait l'économie de sa définition, ou en tout cas de toi, comment tu le définirais. Et du Ouais, coup, je pense que là, c'était le moment, surtout que tu peux te reposer maintenant sur ce que tu as dit potentiellement avant, et surtout donc déjà de définir le néolibéralisme et de montrer bon, en quoi ça serait différent avec ce qu'on appelle le libéralisme classique et avec le capitalisme. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion entre ces trois termes qui sont utilisés surtout par les opposants et du coup qui n'ont pas forcément lu et ne sont pas forcément intéressés à ça. Et pourtant, bah, en fait, quand on s'y connaît un petit peu, il y a pas de enfin, il y a des liens, mais c'est pas la même chose, quoi. ouais. Je pense qu'il y a un terme qu'on peut rapidement éliminer de la discussion, c'est capitalisme. Non Ouais, pas qu'il soit pas intéressant, mais parce qu'en fait, c'est une erreur de catégorie de le mettre sur ouais, le même plan que les autres. Capitalisme, c'est un mode de production, avec une propriété privée des moyens de production d'échange. Mais c'est pas une idéologie politique, c'est pas une théorie politique encore moins. mmh, Donc je pense que on peut le laisser de côté pour cette discussion. Et il reste libéralisme et néolibéralisme. Alors ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'objections, de critiques. Beaucoup de gens qui disent bon, vous appelez néolibéraux, en fait des gens qui sont des libéraux, et vous dites néolibéraux en fait juste pour ou ultra-libéraux pire, pour en fait critiquer. Donc néolibéralisme, ce serait un terme d'insulte que vous lancez à vos opposants par soit paresse intellectuelle, méconnaissance ou mauvaise intention. Et le terme, c'est vrai, il a été surutilisé et mal utilisé pour désigner à peu près tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait un thread néolibéralisme, la faute au néolibéralisme, ah thread de oui, 200, oui, oui, oui. 200 C'est l'ami de 200. Arnaud Wittgenstein. Voilà, il sera content d'être cité. Et c'est la faute au néolibéralisme. Et effectivement, tout devient néolibéralisme, en un sens. Parce que, en fait, le néolibéralisme, c'est à la fois un mode de production économique, un moment du capitalisme, si on prend les théoriciens de la régulation, ça peut aussi être un tournant historique, consensus de Washington, tout ça, stratégie du choc à la Naomi Klein. C'est une idéologie totale qui englobe aussi bien l'éducation, les transformations du marché du travail, l'ubérisation, euh, les modes de relations sociales, généralement les théories un peu néo-foucaldiennes, elles prennent ça, c'est-à-dire l'entrepreneur de soi, le devenir entrepreneur, tout ça, tout ça. Et moi, je me situe pas vraiment dans ces traditions-là de compréhension du néolibéralisme. J'ai plutôt une approche en termes de
à cheval, je dirais, entre l'histoire intellectuelle et la théorie politique, à savoir un courant qui est intéressé par un type de problème théorique particulier, autour duquel il y a une communauté d'intérêt qui se fait, un groupe de réflexion, et le terme de néolibéralisme apparaît à un moment, et désigne cette particularité théorique de ce groupe de libéraux. Donc il n'y a pas d'opposition entre libéralisme et néolibéralisme en un sens. Les néolibéraux sont des libéraux, mais des libéraux qui apparaissent à un moment historique particulier, avec des intérêts particuliers, et sont caractérisés par des accents théoriques aussi particuliers. Mm. Alors l'opposition que font eux-mêmes les gens qui participent au colloque Lippmann et à la Société du Mont Pèlerin, c'est avec le laisser-faire et ce qu'il appelle le manchestérianisme, qui est représenté principalement par les positions de Spencer, qui correspondrait aujourd'hui à ce qu'on appellerait une forme de minarchisme, en fait. C'est-à-dire l'État doit uniquement définir les droits de propriété, vérifier que les gens ne se tuent pas mutuellement, et, euh, et c'est tout à peu près. Et c'est critiqué comme une forme, en fait, ça, de défense du statu quo par Lippmann, aussi par Hayek qui critique Spencer, de défense des statu quo, des intérêts établis. Et en fait, ils reprennent à leur propre compte une critique que fait Dewey du libéralisme du XIXe siècle, à savoir que ça, c'était une doctrine d'émancipation au XVIIIe, mais qui s'est en fait rabougrie, qui s'est en fait recourbée sur elle-même pour devenir une défense des intérêts établis. Et ça, à la lumière à la fois de la montée des totalitarismes, de la crise de 29, mais aussi de la montée d'idéologies concurrentes dans le champ politique et philosophique, ça doit être un problème qui doit être surmonté par les néolibéraux. Donc, à la fois critique du laisser-faire et critique de la planification, par une troisième voie, souvent comme ça qu'on le définit, dans lequel on passe par une régulation du marché pour produire des effets. Donc un gouvernement des ordres spontanés, la manière dont moi je préfère le définir, on dit aussi un interventionnisme institutionnel pour produire ces résultats bénéfiques-là. Donc une défense du marché, mais pas une défense laisser-fairiste du marché, mais une défense dans laquelle le pouvoir public est au service du marché pour que le marché produise ces effets bénéfiques. Et dans un second temps aussi, la manière dont la concurrence va elle-même réguler la régulation, comme qu'on a parlé auparavant. Donc vraiment l'idée que la concurrence régulée produit des effets bénéfiques et que on va passer par une modalité d'intervention qui doit être justifiée et donc qui suppose, une fois qu'on a posé ces problèmes-là, toute une théorie normative particulière pour essayer de justifier un type d'intervention. Et donc on a mentionné ça chez Hayek notamment, hein, à la fois une théorie normative qui s'assied sur qui se fonde sur des enjeux épistémiques, les anticipations, la coordination, mais aussi la protection des libertés, la préservation de l'autonomie individuelle, etc., etc. Donc moi, en tout cas, c'est ce nexus-là de problèmes. Comment est-ce qu'on définit les règles du jeu et comment on les justifie, puisque le marché spontanément ne donne pas des résultats nécessairement bénéfiques, que j'identifie la spécificité du néolibéralisme historiquement vis-à-vis de ce à quoi il s'oppose, à savoir une certaine conception du libéralisme identifiée chez Spencer. Ok. Parce qu'au final, moi, je vois que, quand même, je dirais que Bastiat, c'est un grand représentant de l'idée libérale. Il est d'ailleurs même, enfin, toujours beaucoup lu, en tout cas aux États-Unis. Ouais, De voir en France, c'est difficile de trouver un bouquin de Bastien Libéry, mais et au final, moi, j'ai envie de dire justement, enfin, que c'est un manchestérien, et dans le sens où, en fait, moi j'aurais mis le libéralisme, c'est le laisser-faire. ouais. Et j'aime bien la phrase des ordo-libéraux, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais bon, tu dois la connaître. Laisser faire autant que possible, intervention autant que nécessaire. Ouais. Pour les On a du néolibéraux, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et alors, Bastien, lui, il est classé effectivement explicitement par les gens au colloque Lippmann comme un manchestérien. Hmm. Ça n'empêche pas qu'il y ait des arguments économiques intéressants. Je trouve que Bastien, typiquement, rhétoriquement, il est assez intéressant. Les vendeurs de bougies, la vitre Ouais, brisée, ouais. tout ça, j'aime bien. Mais il est typiquement critiqué comme étant laissez-fairiste et participant de ce qu'il voit comme une forme de mystique des ordres organisés qui fonctionnerait de manière naturelle. Il y aurait une harmonie naturelle des intérêts.
Or, les néolibéraux, ils sont suspicieux vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, Ouais. Ok. euh, il y a bien des ordres qui peuvent apparaître, mais ils peuvent aussi bien mener à l'autodestruction, à des états sous-optimaux, à des états aussi qui peuvent être dangereux pour les individus du point de vue de leur intégrité physique, etc. Il peut y avoir des mauvaises normes qui se développent, et ça peut nécessiter de l'intervention continue. Et donc ça, c'est un point important. Il suffit pas de dire on établit les règles du jeu et c'est fini. C'est aussi parce que les ordres spontanés, ils produisent des problèmes spontanément. Et ces problèmes, ils demandent aussi de la régulation et de l'intervention. Ouais. Ok. Bah, du coup, juste avant de terminer cette interview, j'ai une dernière petite question, c'est est-ce que tu pourrais nous partager un ou plusieurs livres, de préférence faciles à lire, pas trop gros, qui intéresseraient les gens qui voudraient poursuivre leur recherche par rapport au thème qu'on a évoqué dans cette interview. Alors, je dirais que ça dépend leurs intérêts. Si leur intérêt est plutôt dans l'histoire intellectuelle du néolibéralisme, comment on définit le terme, etc., etc. Je pense il y a plusieurs bons livres qui ont été publiés ces dernières années et qui vont un peu, enfin, je trouve qu'il y a un vrai progrès dans la recherche dans ce cadre-là. Je pense notamment au livre de Queen Slobodian, Globaliste, qui a été traduit en français, il me semble. Dernièrement, vous avez aussi les éditions la première réunion de la Société du Mont Pèlerin par Bruce Caldwell, qui en fait donne une source de première main à ces trucs-là qui sont un peu fantasmés souvent. Et je pense que pour le côté histoire intellectuelle, c'est particulièrement important. Et après, pour le côté plus théorique, ordre spontané, complexité, liberté, etc., je pense qu'il y a le livre que j'ai cité de John Tomasi, Free Market Fairness, qui essaie un peu de faire le lien entre John Rawls et Hayek, qui est particulièrement intéressant à ce niveau-là. Et un de ceux que moi je préfère, alors peut-être un peu plus dur d'accès parce que c'est extrêmement récent, qui construit sur beaucoup de données différentes, mais c'est un des philosophes en tout cas contemporains qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui est moi une de mes sources d'inspiration principales, c'est Gérald Gauss, un livre qui est sorti en 2021, je pense, et qui est en référence directement à un titre de Popper, c'est The Complex Society, non, ou ouais, je crois, The Open Society and its Complexities, peut-être. Ok. Il me semble que le titre, ça doit être ça. Laissez-moi regarder rapidement, euh, que je dise pas n'importe quoi sur les titres. The Open Society and its Complexities, c'est ça. Ok. C'est le titre, je l'avais bon du coup, du livre de Gauss qui est sorti il y a pas si longtemps et qui, bon, je trouve que c'est un des philosophes politiques les plus importants du 21e siècle. Donc, pour ceux qui ont le courage Ok. de lire ça en anglais, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et après, en français, bah, sinon, dernièrement, je trouve que les deux, je les ai peut-être mentionnés pour la discussion, mais le livre d'Arnaud Minet sur D'un néolibéralisme à l'autre sur Walter Lippmann, retour un peu aux sources, et le livre de Odile Tourneux sur la souveraineté à l'ère du néolibéralisme, qui est aussi assez intéressant de ce côté-là. Bon, je cite pas le classique, je pense, qui est un peu le livre principal en français sur ce truc-là, c'est Néolibéralisme pluriel de Serge Audier, qui est, je pense, le point de départ un peu de toute cette littérature francophone sur le sujet. Est-ce que tu as lu la dernière leçon de Michel Foucault, de Geoffroy de la Gannerie? Oui, j'ai lu ça au tout début de ma thèse, ouais. Parce que, J'ai lu ça. ouais, ouais, enfin, le personnage, bon, je reviens là-dessus parce que l'anecdote, je la trouve énorme, c'est que moi, j'ai vu ce mec raconter qu'il n'y a pas de pensée de droite, donc je me suis dit, bon, c'est dur à encaisser, donc je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a fait quand même dans sa vie? Parce que soit c'est un tocard et c'est autre chose, c'est pas grave, soit bon, il doit dire ça pour une raison. Et, euh, et du coup, je vois qu'il a fait le truc sur Michel Foucault. Et c'est comme ça que je suis parti sur son cours sur Michel Foucault. Enfin, et je me suis dit, ah ben, je vais faire toute une série là-dessus parce que c'est super intéressant. Et que je suis vraiment rentré dedans, en fait, c'est à cause de Geoffroy de la Galerie, quasiment. Ok. Et Mais du j'avais coup, lu ça au début de ma thèse et ouais, je trouvais que c'était le débat sur est-ce que Foucault est néolibéral ou pas. Il y avait plusieurs
Mais Il y a après, lui, eu c'est pour plusieurs. la défense de Foucault et parce que voilà, je pense que c'est un peu son maître à penser et qu'il aime pas qu'on dise qu'il est pas de gauche, quoi. Ouais. C'est un peu le. En fait, c'est un livre qui s'adresse aux gens de gauche, je pense pas aux néolibéraux, aux gens qui veulent se mettre là-dedans. Mais moi, je trouvais que justement, il était très bien. D'ailleurs, je suis très content que ça soit ma vidéo sur lequel j'ai pas de buzz négatif et qui perce le mieux à l'heure actuelle. Parce que je trouve que limite c'est la plus importante, parce qu'au moins il pose un peu des bases pour les gens qui veulent se battre enfin, en tout cas qui veulent se battre contre le néolibéralisme. Et je trouvais qu'il faisait ça plutôt bien aussi. Donc, bon, Non, mais je me souviens que moi, le livre, je le trouvais pas si mal. ouais. Après, pour ceux qui s'intéressent à ça, j'ai une collègue à l'ENS avec qui j'avais co-dirigé un numéro de revue, Carolina Verlanga, qui travaille spécifiquement sur Michel Foucault, l'évolution de la gauche française dans les années 70, typiquement le moment où supposément il a son tournant néolibéral. Donc, si ça intéresse des gens en particulier via la Gannerie, ce type de sujet, ses travaux sont particulièrement intéressants là-dessus. Elle vient de soutenir sa thèse en plus. Ok, bon, super. Bah, si tu m'enverras les papiers, enfin les refs. Ok, bah écoute, je te remercie. Bon, ça m'a fait Merci à très toi. plaisir. C'était la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez suivre Nathanaël, j'ai mis le lien de son Twitter en description. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi mis le lien de sa thèse en description que vous pouvez aller consulter librement. C'était PH, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et évidemment à mettre un pouce. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.